On se retrouve ici sur un monument composé en deux parties. On distingue un dolmen de type angoumoisin, une allée couverte de type aquitain, édifiée vraisemblablement à deux époques différentes. En ce qui concerne l'histoire de ce dolmen, il a été fouillé au XIXe siècle par Camille Dutheil et François Dallot. Des crânes et ossements humains ainsi qu'un riche matériel funéraire, pointes de flèches, outils en silex et haches polies, défenses de sangliers et fragments de poterie furent retrouvés. Dutheil découvrit à l'intérieur des auges bénitiers de l'allée des pointes de flèches et de lances en serpentine. L'allée couverte aurait été érigée vers 3500 avant Jésus-Christ au néolithique moyen. Son édification pourrait être attribuée au groupe de Roquefort. L'ensemble fut réutilisé par la suite à différentes époques. On trouve un grand nombre de ce qui s'apparenterait à des gravures serpentiformes. Pour autant, elles semblent en grande partie naturelles. La qualité de la roche choisie est très intéressante et dénote d'une volonté d'utiliser cette roche tout particulièrement. Il s'agit d'un grès très fin, riche en quartz, proche d'un grès armoricain. Il serait issu, selon Roger Joussaume, de la région. Le choix de ces roches en particulier démontre d'une bonne connaissance des bancs de grès de la part des constructeurs. La table de couverture, imposante et lourde de plusieurs dizaines de tonnes, présente dans sa face intérieure de magnifiques ondulations naturelles. Selon une légende locale, la dalle de couverture se met à vibrer aux 12 coups de minuit, le soir de Noël. Selon une autre tradition, ce serait Charlemagne lui-même qui aurait édifié le monument. Nous verrons que nous recroiserons souvent ce type de légende liée au mégalithe. Pierre qui chante, pierre qui vire, pierre qui danse, pierre folle et autres pierres branlantes sont souvent des vocables pour désigner un dolmen. On le retrouve aussi dans le nom des rues qui mènent à un pareil monument dans la toponymie de nos campagnes. De récentes études acoustiques menées sur le site d'Avebury en Angleterre ont montré une volonté des constructeurs d'orienter le son au centre de l'enceinte circulaire. Force est de constater qu'ici aussi, le soin apporté à la pierre, la qualité du grès, ainsi que l'agencement, donne une acoustique particulière à ce monument malgré son état. Y aurait-il une volonté de donner une dimension acoustique à ces monuments? La question reste posée. Les relations entre architecture et acoustique sont au moins présentes depuis le début de l'Antiquité, à tel point que Vitruve nous décrit comment raccorder à un monument à l'aide de vases acoustiques. Peut-être que cette volonté d'accorder architecture et son est encore plus ancienne que ce que nous donnent les données actuelles. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. A bientôt et bonne route sur la voie.